Bonjour, alors nous allons donc continuer le travail sur la décolonisation à travers cette capsule vidéo. On va commencer d'abord par revenir rapidement sur les fiches H1 et H2, simplement pour rappeler que à travers cette étude, nous avons pu constater qu'en 1945, il y a encore de très nombreuses colonies dans le monde, les colonies étant des territoires conquis, occupés, administrés par une puissance étrangère, par des puissances coloniales, comme on disait. Ces puissances coloniales étaient essentiellement européennes, dont la France et le Royaume-Uni. Ces colonies étaient parfois très vastes. C'est la raison pour laquelle on parlait d'empires coloniaux, notamment l'empire colonial britannique, le plus grand du monde, on voit en rouge sur cette carte, mais aussi l'empire colonial français qui s'étendait sur une grande partie de l'Afrique équatoriale et occidentale, et puis aussi en Asie, avec le territoire qu'on appelle l'Indochine. Bon. Donc ça, c'est ce que nous avons pu constater. 1945, de nombreuses colonies continuent d'exister. Seulement, un processus va commencer alors, et ce processus, il s'appelle la décolonisation, c'est-à-dire un processus par lequel un territoire qui était une colonie devient un territoire indépendant. Alors, on a pu le constater avec un exemple de pays, l'Inde. Alors, c'est un exemple emblématique parce que d'abord, c'est le premier pays qui, en 1947, obtient son indépendance après la guerre. Alors, ça ne s'est pas fait sans mal, puisque celui qui est le plus représentant, le plus connu, qui s'appelle Gandhi, dès les années 20, avait réclamé l'indépendance de l'Inde. Il faudra donc attendre 1947 pour que cela soit fait, avec, on le voit ici, une négociation, le représentant anglais et les représentants des populations indiennes, à majorité hindoue. Ici, son représentant, c'est Nehru, et puis les Indiens de religion musulmane, eux, sont ici représentés par Ali Jinnah. D'ailleurs, cette division entre les Indiens hindous d'un côté, musulmans de l'autre, va se voir dans le plan de négociation, puisque le pays de l'Inde va être, ce qu'on appelait autrefois les Indes britanniques, vont être divisés en deux grandes parties. Au milieu, ici en orange, on voit c'est l'Union indienne à majorité hindoue, dont Nehru va devenir le chef d'État, et puis en vert, les deux Pakistans, le Pakistan occidental et le Pakistan oriental, à majorité musulmane. Malheureusement, cette séparation de l'Inde en deux ne va pas se faire sans mal, puisqu'on le voit, des populations hindous vont devoir quitter les régions dans lesquelles ils étaient installés pour venir s'installer dans l'Union indienne, et inversement, des musulmans qui vivaient dans l'Union indienne vont devoir quitter le Pakistan, se rejoindre le Pakistan occidental ou oriental, parce que des tensions très fortes à cause des religions ont lieu après, en particulier l'indépendance accordée par les Britanniques. Bien, donc tout ça pour dire que l'Inde a obtenu son indépendance, il n'y a pas eu de guerre d'indépendance, mais pour autant, des tensions fortes peuvent exister après l'indépendance, une fois que ici les Britanniques sont partis. Alors, là, c'est ce que vous avez déjà étudié. Maintenant, on va s'intéresser à un nouveau thème, c'est-à-dire justement comment cette décolonisation va devenir un phénomène international, puisqu'effectivement, on le constate très nettement sur cette nouvelle carte. L'Inde n'est pas le seul pays à obtenir son indépendance, puisque de très nombreux pays d'Asie du Sud, dans un premier temps, de 1947 à 1955, puis surtout de très nombreux pays africains, dans un second temps, à partir de 1956, vont obtenir leur indépendance. Donc cette décolonisation vraiment se généralise dans les pays qui étaient encore en 1945 des colonies. Alors, qu'est-ce qui explique cette décolonisation? C'est un contexte favorable. Car en effet, à partir de 1945, d'abord les puissances coloniales européennes qui sortent de la guerre sont très affaiblies. La France, le Royaume-Uni, bien que vainqueurs, sont très affaiblis. Alors autant dire que les vaincus le sont encore davantage. Mais surtout, le contexte est favorable parce que de nombreux pays, finalement, ne vont pas faire d'obstacle à cette décolonisation, bien au contraire, ils vont plutôt y être favorables. C'est le cas notamment des deux grandes puissances de la guerre froide, les États-Unis et l'URSS, qui tous les deux, pour des raisons diverses, sont favorables à la décolonisation. Et puis surtout, l'ONU, qui a été créée en 1945, voit tous ces nouveaux pays devenus indépendants entrer dans l'ONU.
Et de plus en plus, l'ONU va devenir une caisse de résonance pour ces nouveaux pays devenus indépendants et qui, eux, poussent à la décolonisation des pays qui restent encore colonisés et qui, effectivement, comme eux, veulent leur indépendance. Donc le contexte est favorable après 1945. Alors pour autant, la décolonisation ne va pas toujours se passer dans de bonnes conditions. Et c'est le cas notamment, on va le voir avec deux exemples, bien qu'il y en ait eu d'autres, on le voit à travers ces petits clashs qui apparaissent sur la carte, là il y a eu parfois des guerres d'indépendance. Et les deux exemples qu'on va voir, ce sont des colonies françaises et à propos desquelles la France ne veut pas céder. Il n'est pas question pour le gouvernement français d'accepter que ces pays deviennent libres et indépendants. Alors cela va donc donner lieu à des guerres puisqu'effectivement la France va envoyer son armée sur place pour pouvoir garder ses colonies. C'est le cas de 1946 à 1954 lors d'une guerre qu'on a appelée la guerre d'Indochine, puisqu'effectivement l'Indochine, qui est donc une colonie qui était française dans cette partie asiatique, eh bien en 1946 ici, Ho Chi Minh réclame et proclame même l'indépendance de son pays. L'armée française intervient alors et de 1946 donc à 1954, eh bien une guerre va avoir lieu sur place, guerre qui va d'ailleurs se solder par une défaite française qu'on appelle la défaite de Dien Bien Phu, une bataille. Et du coup, l'Indochine va obtenir son indépendance, divisée en différents pays, le Laos, le Cambodge et surtout le Vietnam, dont Ho Chi Minh va devenir le chef. Au passage, une guerre va pouvoir continuer parce que le problème d'Ho Chi Minh pour les Américains, c'est qu'il est communiste. Alors c'est bien parce qu'il a obtenu son indépendance, mais il ne s'agit pas de laisser des communistes dans cette période de la guerre froide s'installer partout, et c'est la raison pour laquelle les États-Unis vont alors entamer une guerre qu'on va appeler la guerre du Vietnam. La guerre la plus connue dans le domaine des guerres d'indépendance, en tout cas pour la France, c'est ce qu'on appelait la guerre d'Algérie. Alors l'Algérie, c'est un cas un peu particulier, et c'est la raison pour laquelle, pour mieux comprendre, vous aurez sur votre fiche de travail une petite capsule vidéo de 3 minutes, donc c'est vraiment très court, qui vous permet de donner un petit peu les bases de la guerre. Et moi, je vous engage aussi à regarder des images d'archives et une explication chronologique de ce qui s'est passé, qui dure 7 minutes. Donc au total, 10 minutes de vidéo pour vous faire comprendre un petit peu les enjeux de cette guerre et comment est-ce qu'elle s'est terminée. En quelques mots. Cette guerre va donc commencer en 1954, c'est-à-dire à la fin, une fois que la guerre d'Indochine va être perdue par la France, eh bien la France s'engage dans une deuxième guerre pour essayer de conserver sa colonie. Cette fois-ci, c'est en Algérie. Alors pourquoi n'a-t-elle pas, la France, tiré les enseignements de l'échec d'Indochine? Parce que l'Algérie, c'est un territoire très important pour la France. Elle est présente, les Français ont fait cette colonie en 1830, donc ça fait en 1945, vous voyez, plus d'un siècle que des Français ont ce territoire, mais surtout c'est une colonie de peuplement. De nombreux Français sont allés s'installer en Algérie et ils représentent au début de la guerre, en 1954, environ 10% de la population. Les 90% restants sont des populations qu'on va appeler les Algériens, pour la plupart musulmans, et qui pour certains s'accommodent parfaitement de la présence française, même si effectivement la place des Français en Algérie alors est une place assez privilégiée. Ils ont beaucoup d'avantages que les Algériens n'ont pas. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle un certain nombre d'Algériens réclament l'indépendance de leur pays, et ils vont donc entamer en 1954 une guerre. On appelle alors ces gens-là le FLN, Front de Libération Nationale. Ils veulent l'indépendance de leur pays. Ça ne veut pas dire donc que toute la population algérienne est du côté du FLN, mais avec le temps, de très nombreux Algériens vont rejoindre effectivement le FLN. Alors pourquoi? Tout simplement parce que la France, pour essayer de conserver ces terres algériennes et que ces populations européennes qui sont allées s'installer sur place et donc qu'on appelle les pieds noirs puissent continuer à rester en Algérie, eh bien la France va envoyer son armée. C'est alors un engrenage dans lequel on va entrer, c'est-à-dire que pour essayer de chasser les pieds noirs et l'armée française, le FLN va commettre des attentats. Malheureusement, l'armée française va répondre à ces attentats par des actes de torture, par des représailles sur des populations civiles, et on est dans un engrenage qui malheureusement va mener à une véritable guerre qu'on appelle la guerre d'indépendance.
Cette guerre se terminera en 1962 par les accords d'Évian, et en réalité, la France alors est bien obligée d'accepter cette indépendance de l'Algérie, tout simplement parce que les tensions sont tellement fortes sur place, le fait que aussi de très nombreux jeunes Français sont obligés d'aller faire leur service militaire en Algérie et de risquer leur vie, tout cela va faire que en France, l'idée d'une indépendance algérienne va aussi progresser, même si un certain nombre de personnes sont totalement opposées à cette idée-là. Ce sont ceux qu'on appelle l'OAS, Organisation Armée Secrète, qui eux veulent absolument que l'Algérie reste française. Bon, le résultat, il est qu'en 1962, avec les accords d'Évian, l'Algérie devient un pays indépendant et son premier président s'appelle Ben Bella. Dans les deux cas, que ce soit en Indochine ou donc en Algérie, la France a cherché par la force à se maintenir, mais dans les deux cas, eh bien, la France a dû se retirer et les deux pays sont devenus des pays indépendants. Voilà. Donc, plusieurs modes pour arriver à l'indépendance. Parfois, des négociations permettent à la puissance coloniale de donner directement l'indépendance au pays qui veulent leur indépendance. Parfois, on a des guerres, pas simplement d'ailleurs la France, on voit que d'autres pays ont connu des guerres d'indépendance alors qu'il ne s'agissait pas de colonies françaises. Voilà. Alors, ces pays devenus indépendants, eh bien, ils vont petit à petit être nombreux, puissants, et ils veulent se faire entendre. Tous ces pays qui jusqu'alors ne comptaient pas, qu'on n'entendait pas, qu'on ne n'écoutait pas, eh bien tout simplement, ils vont chercher, devenus indépendants, à se faire entendre. Et notamment lors de la conférence qu'on appelle la conférence de Bandung, qui est située ici en Indonésie, un des premiers pays donc dans l'après-guerre à obtenir son indépendance. C'était une ancienne colonie néerlandaise. Eh bien, à Bandung, tous les pays qui sont ici en vert vont effectivement se réunir afin de pouvoir s'exprimer. Ces pays, ils comptent, parce que si vous regardez bien, ils représentent, ces 29 pays présents à Bandung, plus de la moitié de la population mondiale. Hein, et environ 28% des sièges de l'ONU. Hein. Par contre, ils ont bien conscience, s'ils comptent par leur nombre, qu'ils ne comptent pas beaucoup par leur richesse. Et c'est pas pour autant qu'ils n'ont rien à dire et qu'ils n'ont pas à se faire entendre. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle ils se réunissent. D'ailleurs, on parlera souvent à propos d'eux de tiers-monde, hein, le terme apparaît ici, parce que ce sont des pays qui, en effet, sont les pays les plus pauvres, dans cette période où il y a deux grands camps, le bloc de l'Ouest derrière les États-Unis, le bloc de l'Est derrière l'URSS, eh ben c'est la troisième partie du monde, la partie de ceux qui sont pauvres, qui viennent d'obtenir pour la plupart leur indépendance et qui veulent être entendus. D'ailleurs, à ce sujet, vous aurez à lire un texte de Nehru, le chef de l'Union indienne, qui, à cette occasion, va très bien résumer finalement l'idée que veulent développer ces nouveaux pays. Il s'agit d'être des pays qui désormais veulent se faire entendre. Nous sommes des grands pays du monde et nous voulons vivre libres sans recevoir d'ordre de personne. Nous attachons de l'importance à l'amitié des grandes puissances, mais à l'avenir, nous ne coopérerons avec eux que sur un pied d'égalité. Il ne s'agit plus d'être les pays qui sont à la botte, qui sont là pour obéir aux puissants. Eh bien, désormais, nous sommes des pays qu'on appelle non alignés. On n'a pas à se décider en fonction de ce que veulent les États-Unis ou de ce que veut l'URSS. On n'a pas quitté les puissances coloniales pour tomber sous la domination ou d'un camp ou d'un autre. Voilà pourquoi nous parlerons de mouvement des non-alignés, hein, parmi ces pays qui veulent jeunes, qui veulent avoir leur mot à dire. Pour autant, les défis sont importants pour ces pays. Choisir, ne pas avoir à choisir entre les États-Unis et l'URSS est parfois bien compliqué, comme on le voit sur cette caricature de Plantu, où on voit que la troisième voie, elle est murée. Parce que, en effet, ces pays qui sont des pays qui ont besoin d'aide, eh bien souvent doivent s'adresser à l'un ou à l'autre. Il y a aussi le problème de ces pays dans lesquels souvent la domination de l'Européen va se traduire ou se transformer par la domination au contraire des dirigeants de leur pays, mais qui se comportent souvent en dictateurs. Il y a enfin le fait que beaucoup de ces pays sont des pays qui vont connaître après leur indépendance de très nombreux conflits, guerres civiles, guerres entre États, violences ethniques. Et enfin, ces pays restent des pays
pauvres. Ils représentent 70% de la population mondiale, mais seulement 30% de la richesse mondiale en 1960.